Et je remercie grandement Maître Muriel Ouaknine-Melki, qui est avocate de la fillette qui a été violée, fillette de 12 ans à Courbevoie. Bonjour madame. Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Le témoignage des parents dans Le Parisien ce matin nous a tous évidemment saisis d'émotions, ce qu'ils disent... ce qui est arrivé à leur fille, à leur fillette même, est dramatique. Je voulais d'abord savoir comment elle va, cette petite fille. C'est une petite fille qui va mal, et qui est dans un cauchemar en fait, qui se prolonge depuis samedi dernier, dont elle ne s'est pas encore réveillée en fait, parce que lorsqu'elle est réveillée, elle a des flashbacks, elle revit les scènes de viol et de violence qui lui ont été infligées. Et lorsqu'elle essaye de dormir et qu'elle parvient à dormir, elle est réveillée par des cauchemars. Donc, pour l'instant, elle est plongée dans un monde de cauchemars, véritablement, dont elle n'a pas réussi encore à se sortir. Elle est très courageuse, vraiment très courageuse. Vous avez échangé avec elle, j'imagine? Oui, bien sûr. Vous avez sûr. parlé avec elle? Je l'ai reçue avec mon confrère Audi Bloch à 2 reprises, longuement, au cabinet. Elle est touchante, elle a une forme de timidité qui est bien normale, mais pourtant, elle a été en mesure de nous expliquer dans les détails ce qui lui était arrivé. Et elle a cette volonté de dire les choses de manière précise, pour reprendre ces propos qui m'ont sidérée en fait de maturité, pour dire qu'en fait, quand on est victime de viol et qu'on a la chance d'être entouré, on peut parler. Et qu'il faut parler. Et elle voulait absolument que ce message passe, donc je lui ai promis qu'il passerait, c'est chose faite. Voilà, et c'est un message qu'elle adresse à toutes les autres petites filles qui sont aussi victimes de viol et qui n'osent pas dire les choses. Elle a eu ce courage et elle a rencontré aussi des parents très courageux en fait. Dans sa démarche, ses parents ont été immédiatement à son écoute. Ils n'étaient pas dans le déni du tout. Immédiatement, avec beaucoup d'intelligence, ils lui ont parlé. Ils lui ont expliqué la nécessité de contacter la police pour dénoncer, et l'ont accompagnée dans cette démarche, qui est une démarche qui est très, très compliquée pour une enfant de cet âge, parce que la réalité d'un viol sur un corps aussi jeune fait qu'il y a des examens médicaux qui sont particulièrement pénibles, des traitements médicaux qui sont des traitements en principe réservés aux adultes qu'elle doit prendre maintenant. Et puis aussi ce courage qu'elle a eu de retourner sur la scène de crime immédiatement avec les enquêteurs pour pouvoir procéder dans les meilleurs délais au prélèvement scientifique. Elle a accepté cette démarche-là. C'était pas évident, mais elle a accepté. Et après, elle a accepté d'être entendue de manière précise aussi par les enquêteurs. Donc oui, je le dis, c'est une petite fille courageuse qui a vécu un drame absolument terrible et qui a compris aussi les raisons pour lesquelles ses agresseurs l'ont agressée de cette manière. Elle l'a su tout de suite. On lui a reproché d'avoir caché sa religion juive et on lui a fait payer le fait qu'elle soit juive. On lui a dit immédiatement dès les premiers coups, quand les premiers coups ont commencé à tomber, on l'a traitée de sale juive, et puis on lui a expliqué que comme elle était juive, en fait, elle était forcément pour Israël, forcément contre la Palestine, et qu'elle soutenait forcément un État génocidaire, un État assassin. Et toute la litanie des propos que nous avons pu entendre depuis le 7 octobre, un peu partout en France, que ce soit dans les médias, que ce soit sur la scène publique, que ce soit dans l'hémicycle, que ce soit dans les conférences, dans les manifestations, toute cette diatribe antisémite, antisioniste, déversée, toute cette haine déversée a fini par lui éclaté au visage ce jour-là, au propre comme au figuré. Et elle en a payé le prix fort. Et on lui en a fait payer le prix fort. Et je crois qu'on ne lui a rien épargné. Les parents l'ont dit dans l'article du Parisien, ils l'ont décrit. Rien ne lui a été épargné, absolument rien. Elle a été séquestrée, kidnappée, séquestrée, violentée, battue, humiliée, véritablement humiliée. Et son corps a été profané par ses agresseurs. Elle a été violée. Et ensuite de nouveau battue, ensuite menacée de mort. On a approché un briquet de ses joues et de ses longs cheveux, en menaçant d'y mettre le feu.
Et ensuite, on lui a demandé de revenir le lendemain, évidemment de se taire, sinon on la tuerait, elle et ses parents. Et on lui a demandé de revenir le lendemain pour ramener de l'argent, une somme d'argent. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas d'argent. Et on lui a dit qu'il faudrait qu'elle ramène de l'argent, qu'elle en avait forcément. Il y a tous les clichés antisémites qui sont passés. Absolument tous. Et comme si cela n'était pas suffisant, on a aussi filmé les actes qu'on lui a infligés. Et on a diffusé une partie de ces vidéos. L'enquête révélera à qui, quand, comment ces vidéos ont été diffusées. Je vous le disais, il n'y a rien qui lui a été épargné, en fait. Et du haut de ses 12 ans, cette petite fille nous a expliqué que si elle n'avait pas voulu dire qu'elle était juive, c'est parce qu'en fait, elle avait peur. Elle avait peur et que dans les mois qui venaient de s'écouler depuis le mois de novembre, pour être précise, elle avait été victime au sein de son collège de harcèlement parce que juive. Les agresseurs ne font pas partie de son école. Ils ne font pas partie de sa ville. Ils sont d'une autre ville. Mais c'est la même haine qui, cette fois-ci, a été évidemment un cran bien au-dessus que dans les faits de harcèlement. Mais comment ces agresseurs connaissaient cette jeune fille, pardonnez-moi? Alors cet enfant, en fait, était en contact avec l'un d'entre eux, qu'elle avait rencontré dans le cadre d'une rencontre intersportive entre les collèges. C'est une joueuse de rugby. Alors, petite, hein, mais voilà, elle a cette passion. Et dans ce cadre-là, elle a rencontré l'un de ses agresseurs. Elle ne connaissait pas les deux autres. Et elle a noué une petite relation de 15 jours, de 10 jours, avec des petits échanges sur les réseaux. Voilà, rien de plus. On va marquer une pause. C'est un témoignage bouleversant que nous écoutons sans vous interrompre, parce qu'il n'y a pas grand-chose, hélas, à dire, sinon à penser à cette fillette pour qui la vie ne sera jamais plus la même, à penser à ses parents, bien sûr, et à espérer qu'elle puisse un jour, non pas oublier d'ailleurs, parce qu'on n'oublie pas, mais qu'elle puisse vivre avec ce traumatisme. Elle a des frères et sœurs, peut-être ? Oui, la famille, par mesure de sécurité, ne souhaite pas donner ce type d'informations. On marque une pause et évidemment, on va vous écouter après cette page en couleur. À tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez ce numéro et l'annonce surtaxé. Nous sommes avec Maître Muriel Ouatminine Melki, qui est avocate de la fillette qui a été violée, qui a vécu l'antisémitisme dans sa chair. C'est en tout cas le témoignage de ses parents ce matin dans Le Parisien. Et je précise également, madame, que vous êtes la présidente de l'organisation juive européenne. Vous venez de nous raconter effectivement des scènes d'horreur de cette fillette. Ça a duré combien de temps, cette séquestration ? 1h30 à peu près. 1h30 pendant laquelle elle a été prise en otage par ces trois jeunes garçons. 1h30 de cauchemar, où elle s'est vue mourir à plusieurs reprises. Donc à ce moment-là, ensuite, elle arrive chez ses parents, oui. Et immédiatement elle parle. Immédiatement elle parle. Elle est arrivée en larmes, elle est arrivée dans un état pas possible aussi. Je pense que c'était peut-être difficile de cacher l'agression qu'elle venait de subir, les agressions qu'elle venait de subir. Et immédiatement, elle est dans les bras de son père en larmes et elle lui explique qu'en fait, elle a été violée, qu'ils lui ont tout fait. Et elle va petit à petit commencer à parler. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir trouver finalement les mots suffisamment de force pour expliquer le calvaire qu'elle vient de subir. Et au cœur de ça, il y a l'antisémitisme, il faut le dire, puisque ces jeunes gens qui l'agressent, est-ce qu'on peut parler de leur personnalité, est-ce qu'on peut parler de leur religion, qui est à la base, ou dans ce fait-là, hein, bien sûr, uniquement je le limite à ce fait-là. Est-ce qu'on peut le dire, ou est-ce que l'enquête aujourd'hui nous interdit de donner ces éléments ?
L'enquête nous interdit de donner ces éléments parce que ce sont des mineurs et parce qu'il y a un secret de l'instruction plus un secret professionnel qui est en plus renforcé parce que ce sont des mineurs et de très jeunes mineurs. Voilà. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la thématique autour de Israël, État assassin, le fait qu'elle ait été traitée de sale juive, le fait qu'on lui ait reproché le conflit au Proche-Orient, qu'on l'ait tenu directement responsable pour ce qui se passait à Gaza, pour lui reprocher aussi le fait d'avoir menti sur sa religion, puisque pour se protéger, elle avait dit qu'elle était musulmane. Voilà, tous ces éléments-là ont été rappelés du début jusqu'à la fin de son calvaire, font que la circonstance aggravante d'antisémitisme a été reconnue par le magistrat à ce stade de l'enquête. Curieusement, le magistrat a choisi d'écarter cette circonstance sur les faits de viol, mais l'a retenue pour toutes les autres infractions, notamment les infractions de violence. Bon, c'est une curiosité procédurale qu'on évoquera après avec le magistrat en temps voulu. Mais il est certain que cette petite fille a été ciblée parce que juive, et dans l'esprit de ses agresseurs, juive, ça signifie sioniste, et ça signifie haine d'Israël, et ça signifie rejet de Gaza, rejet du peuple palestinien, et c'est cela qu'on est venu lui faire payer. C'était une véritable expédition punitive. Et de cette haine-là, nous qui travaillons à l'Organisation juive européenne dans quantité de plaintes que nous déposons depuis plusieurs années pour les faits d'antisémitisme, mais depuis le 7 octobre, sur tous les propos à caractère apologétique du terrorisme ou sur les provocations à la haine, toutes ces diatribes que nous avons vues se déverser en fait depuis le 7 octobre, qui ont été repris en boucle, et notamment par les députés LFI, certains des députés LFI, des plaintes que nous avons déposées, qui sont toujours en cours d'enquête, qui n'ont pas été classées, et qui seront sans doute jugées, je l'espère, une fois les élections, le temps des élections passé. Tous ces propos-là se sont imprimés. C'était bien pour ça que nous déposions des plaintes. Ces propos-là se sont imprimés dans des esprits qui sont un peu trop jeunes, qui ne sont pas encore finis, qui ne sont pas encore complètement construits. On rappelle l'âge de 12 ans et 13 ans, et qui sont passés à l'acte criminel. Ils sont où aujourd'hui, ces trois jeunes gens? Deux qui sont placés en détention, et un autre qui est placé en foyer. Détention. En détention dans un quartier pour mineurs, dans une prison. Bon. Et l'autre, donc, qui est en foyer. Dans le Parisien, aujourd'hui, la mère de cette fillette dit « Ils ont demandé à ma fille qu'elle se convertisse à la religion musulmane ». Oui, c'est vrai. Ce qui est un élément... Ce qui est un élément qui vous laisse imaginer un petit peu le profil des agresseurs et leur motivation et l'idéologie dont ils sont peut-être imprégnés aussi. Est-ce qu'on peut dire un mot sur cette famille de cette fillette? C'est une famille qui vit à Courbevoie, c'est une famille qui est française depuis de nombreuses années, et qui vit à Courbevoie dans des professions... qui sont des professions libérales pour l'un d'entre eux et professeurs pour la maman. Et de la même manière, est-ce qu'on peut donner des informations sur le profil des familles de ces trois agresseurs, ou est-ce que là encore, vous êtes tenu à un devoir de réserve? On est tenu à un devoir de réserve, et de toute manière, j'ose espérer que le procureur de la République de Nanterre fera un communiqué, une conférence de presse pour donner plus d'informations. Parce que c'est pas notre rôle à nous, avocats des parties civiles, de révéler ce type d'informations. Je pense qu'on n'est pas sur un fait divers, on est véritablement sur un fait de société, et qu'il faut véritablement avoir une communication pour qu'il y ait un sursaut citoyen et que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé là. Parce que c'est d'une gravité, pour moi, c'est d'une gravité exceptionnelle, extraordinaire, véritablement. Et il y a des choses à comprendre de ce qui s'est passé, il y a des enseignements à en tirer, des leçons à en tirer également. On a tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme à l'OJE, à de nombreuses reprises. Mais là, c'est plus la sonnette d'alarme. Le temps n'est plus venu de donner l'alarme, le temps est venu de réagir et de prendre véritablement les mesures qui s'imposent pour faire face au fléau de l'antisémitisme et pour stopper cette parole totalement débridée sur la scène publique, et pour l'encadrer véritablement par peut-être des mesures judiciaires, c'est-à-dire des sanctions judiciaires qui soient à la hauteur des risques que ce type de propos font courir à l'ensemble de la société. Ce n'est pas uniquement la communauté juive qui est visée, je le dis. Aujourd'hui, c'est une petite fille juive qui a été visée. Demain, ce sera une autre petite fille qui ne sera pas forcément juive. Ça concerne bien tout le monde et pas uniquement les juifs en France. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en France qui pensent ce que vous dites et qui voient ce danger aujourd'hui qui existe. J'ai envie de dire
avec certains qu'ils instrumentalisent ce qui peut se passer à Gaza pour imposer des lois sur le territoire de France qui ne sont évidemment pas celles que nous connaissons depuis toujours. Les familles de ces agresseurs, est-ce que elles ont été surprises peut-être de ce qu'ont fait leurs enfants? Est-ce qu'elles ont évidemment condamné ce qu'a fait leurs enfants? Ou est-ce qu'on peut ne rien dire à ce stade de l'enquête? Je n'ai pas accès à ça. Oui. Pour le coup, je n'ai pas d'informations là-dessus. Et encore une fois, même si j'en avais, je ne les donnerai pas. Mais je n'ai pas ces informations-là. Après, on verra. Le temps de l'enquête va se faire. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a besoin d'une réponse judiciaire qui soit à la hauteur, véritablement. Mais le procès aura lieu quand, par exemple? C'est un procès, si c'est dans 5 ans... non, ce ne sera pas dans 5 ans. Ce sera pas dans 5 ans. Et ces jeunes gens, ils vont rester en détention combien de temps? Ils peuvent rester en détention une première année, et cette période peut être reconduite une deuxième fois. Mais au-delà, ils ne peuvent pas? Si, bien sûr. Après, s'il y a une condamnation qui intervient... Qu'est-ce qu'ils encourent? Ils encourent pour les 2 mineurs de plus de 13 ans, donc de 13 ans et plus, une peine, en principe, de 20 ans. On verra quels seront les chefs de prévention in fine retenus à la fin de l'instruction. Mais si on est effectivement sur une qualification de viol aggravé, ce sera une peine de 20 ans qui sera ramenée de moitié, compte tenu du fait qu'ils ont moins de 16 ans. C'est ce que prévoit actuellement notre code de procédure. Et pour le plus jeune, celui de 12 ans, à ce stade de notre procédure, on n'a pas de sanctions prévues. On a uniquement des mesures éducatives. Ils ont été retrouvés immédiatement. Oui, j'imagine, dans quelques heures, sans aucune difficulté. Et ils ont été interrogés. On sait ce qu'ils ont dit, d'ailleurs. Le procureur de la République a expliqué qu'ils avaient exprimé des regrets. Ils se sont expliqués dans les auditions, mais là aussi, c'est couvert par le secret de l'instruction. Vous dites le procureur de Nanterre devrait faire un communiqué. Vous semblez, dans votre voix, regretter qu'il ne l'a pas fait. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Il y a un communiqué qui a été fait. Vous avez raison, Monsieur Pro, et je vais être claire. Je pense qu'on est sur une affaire, encore une fois, pour moi ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société, il faut une prise de conscience. La prise de conscience, nous les avocats, c'est pas à nous les avocats de partie civile de venir donner des informations qui sont au dossier. Mais est-ce que le fait qu'on soit en campagne électorale, est-ce qu'il y a on sait très bien que les instructions peuvent passer de temps en temps, que le ministre de la Justice peut se dire attention, c'est pas le moment, je voudrais qu'on en parle peut-être pas trop, il y a des élections 30 juin et 7 juillet. Est-ce que ce type d'informations, en tout cas d'éléments que je donne, peut entrer en compte dans ce que j'entends avec ce que vous regrettez que le procureur de Nanterre n'a pas produit? Alors, je sais bien qu'on est dans une période qui est extrêmement tendue, en plus, sur ces législatives. Donc, je sais bien qu'il y a des tentatives, peut-être, de récupération qui peuvent être craintes de la part du procureur et qu'il souhaitera peut-être s'exprimer après. C'est possible. Moi, ma position est de dire, ça se passe là, maintenant. C'est comme ça. On n'a pas choisi, cette petite n'a pas choisi d'être agressée à ce moment-là. D'ailleurs, elle n'a rien choisi du tout. Et ces agresseurs, je ne pense pas qu'ils aient été dans une démarche politique à 12 ans, je n'en doute pas une demi-seconde. En revanche, la temporalité est celle-ci. Et donc la réponse qui doit être apportée par la justice doit intervenir au moment où les faits interviennent. Il faut informer les citoyens de la réalité de ce dossier dans sa globalité. Je vous remercie vraiment, maître Muriel Oueknine-Melki. Vous êtes avocate de la fillette et de ses parents, bien sûr. Je vous remercie beaucoup parce que votre témoignage est saisissant, émouvant, important. Et c'est pourquoi nous avons voulu vous donner, et c'est l'intérêt aussi de cette émission. On est ensemble depuis 11h05 et on a pu vous écouter longuement. Parfois, nous intervenons avec des auditeurs, mais j'ai préféré effectivement, et je pense que les auditeurs ont préféré écouter votre témoignage. On ne peut que penser, évidemment, à cette fillette, parce que nous sommes tous des parents, et souvent des parents de jeunes filles, de fillettes, d'enfants. Donc, à chaque fois, chacun de nous peut se projeter dans un drame comme celui-là. Cette jeune fille, cette fillette, elle a beaucoup de courage et vous l'avez décrite comme une forme de résilience. Eh bien, j'espère pour elle qu'avec le temps, toutes ces phrases ne veulent rien dire d'ailleurs, mais qu'elle pourra vivre avec cela du mieux possible. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement les choses. Je vous remercie grandement d'être venu évidemment à ce micro. Et puis nous suivrons bien sûr
avec les nouveaux éléments. Aujourd'hui, le nouvel élément, c'est pas... L'enquête est en cours encore ? Oui, bien sûr. Bon, l'enquête Oui, est en cours et le procureur donc pourra faire peut-être un communiqué. Merci grandement, il est 11h29, on marque une pause.